les salaires sont pas assez élevés pour ce qu'on travaille. On est des militants syndicaux, je veux dire, c'est rien que ça qu'on a à faire. Ça veut dire que c'est une chose qu'on doit faire, je veux dire. Si ça n'avait pas été de l'appui des femmes, des grévistes et des mères et de l'appui de la population qu'on aurait perdu cette grève-là. Pour nous rappeler que quand il n'y a pas de lutte collective victorieuse, quand la solidarité n'est pas à l'ordre du jour, c'est pas l'espoir qui prime, c'est la peur. C'est la peur. Action en direct, c'est une émission qui traite à chaque 2 semaines d'actualité syndicale, de conditions de travail, de culture et d'histoire militante. Notre objectif est de montrer le point de vue des travailleuses et travailleurs et de discuter d'enjeux qui les concernent directement à travers des chroniques et des entrevues. On ne croit pas à la neutralité. Ainsi, on prend le parti des précaires, des sans-emploi, de celles et ceux qui se font couper et qui sont les premières cibles de l'austérité. On souhaite également montrer comment ces gens s'organisent pour plus de justice sociale. Notre émission vise donc aussi à diffuser les initiatives de syndicats et de groupes politiques et à l'occasion de présenter des capsules sur leur histoire. Action en direct est produite par des membres du syndicat industriel des travailleuses et travailleurs, aussi connu sous son nom anglais, l'IWW, pour Industrial Workers of the World. Il s'agit d'un syndicat qui a fait son apparition aux États-Unis en 1905 et qui misait sur la solidarité de classe en organisant ensemble les travailleuses et travailleurs de différents métiers au sein d'une industrie plutôt que par corporation de métiers comme c'était assez courant à l'époque. Pour donner un exemple concret actuel, il s'agirait d'organiser dans un même syndicat les secrétaires, les concierges et les enseignants-enseignantes d'une école plutôt que de manière isolée selon leur métier. Dès sa fondation, le IWW défend des principes révolutionnaires et anticapitalistes et se distingue des autres syndicats en admettant dans ses rangs les femmes, les immigrés et les afro-américaines américains. Aujourd'hui, le IWW ne fonctionne plus exactement sous la même formule de membership. C'est une organisation syndicale progressiste et de solidarité qui fait de la mobilisation sur le terrain en dehors des voies traditionnelles. On organise nos milieux de travail sur des bases égalitaires et autogestionnaires. On aide des travailleuses et travailleurs à récupérer des salaires volés par leur employeur avec notre campagne Réclame ta paye. On va à la rencontre des employés en lutte dans différents secteurs et on leur apporte du soutien. Vous écoutez Action en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville au 102.3 FM. On est le jeudi 28 janvier. Mon nom est Camille et je serai votre animatrice pour l'émission d'aujourd'hui. Alors que le gouvernement du Québec annonçait cette semaine une hausse de 20 sous du salaire minimum, l'élevant à un gros 10,75 $, on a envie de parler un peu de précarité. Alors, pour commencer l'émission avec notre segment actualité, Adam est allé rencontrer des manifestantes et manifestants qui étaient à Québec hier pour manifester contre le projet de loi 70 qui vise à restreindre l'accès à l'aide sociale. Hier, vers l'heure du midi, nous étions près de 750 personnes partout à travers la province à braver l'air froid du fleuve Saint-Laurent pour s'indigner contre cette dernière réforme de l'aide sociale qui prétend remettre les assistés sociaux sur le marché du travail. Mais à quel prix cette réforme? J'ai rencontré une manifestante critique sur cette question, Marie-Hélène, de l'organisme Rose du Nord, qui travaille avec des femmes bénéficiaires de l'aide sociale. Oui, Marie-Hélène Fortier. Je travaille à l'organisme Rose du Nord, qui est le regroupement des femmes sans emploi du Nord de Québec. Donc, un organisme de défense des droits des femmes assistées sociales. Je suis là en solidarité avec les personnes assistées sociales. En fait, mon milieu de travail où je m'implique actuellement, c'est un milieu qui regroupe des femmes sans emploi. Donc, c'est un collectif de femmes assistées sociales qui s'impliquent dans l'organisme justement vers l'amélioration de conditions de vie des femmes. Donc,
On fonctionne dans une idée de rapport égalitaire ensemble. Puis c'est vraiment, c'est grâce à elle, en fait, que je crée cette envie-là de créer des liens de solidarité, puis cette envie-là d'être dans la rue pour soutenir, en fait, les personnes assistées sociales. En fait, parce que quand on connaît leur vécu, quand on apprend à les côtoyer, on se rend compte que tout ce qu'on entend dans la société, les préjugés sont complètement faux. En fait, on ressent le devoir, quand on entend leur vécu, d'être dans la rue aujourd'hui, d'être dans la rue pour dénoncer les coupures qui sont à l'aide sociale. La réforme qui est actuellement qui est mise sur la table, le projet de loi 70, c'est un projet, en fait, qui veut obliger les personnes, les nouveaux demandeurs, nouvelles demandeuses, à atteindre le marché du travail. Sa maman va parler de sortir du cycle de la pauvreté, alors que les emplois qu'il y a, c'est des emplois qui permettent pas de sortir de la pauvreté. C'est des emplois qui sont très précaires, des emplois qui sont subventionnés, mais qui vont se terminer après un contrat, donc les personnes sont ramenées à l'aide sociale. Il y a quelque chose de nouveau, en fait, dans ce projet de loi-là qui n'avait pas été fait ou qui avait peut-être été tenté d'être fait avant. C'est l'idée d'obliger les personnes à aller à faire des mesures d'employabilité. Donc, toute la notion d'obligation vient remettre en question le droit à l'aide sociale, qui est beaucoup questionné par les ministères. En fait, je pense que leur volonté, c'est qu'il n'y ait plus d'aide sociale, alors que si on est ici aujourd'hui dans la rue, c'est entre autres pour préserver le filet social, parce que des gens qui pourront jamais aller sur le marché de l'emploi, même s'ils sont catégorisés aptes à l'emploi, selon les règlements. Puis ça, au ministère, ils se le disent entre eux là, que pour avoir une contrainte sévère, il faut quasiment que tu n'aies plus deux bras. Là. Il y a une agente d'aide sociale qui a dit ça à une personne récemment. Donc, c'est vraiment difficile de se faire reconnaître une contrainte à l'emploi. Fait qu'on met beaucoup de gens dans la catégorie apte au travail, puis on dit que c'est des lâches. Ça, c'est les préjugés qu'on entend. Alors que c'est des gens qui sont aujourd'hui là dans la rue, il fait froid. Fait que ça demande beaucoup de courage. Ça demande beaucoup de courage aussi pour s'afficher à l'aide sociale, pour être là pour dénoncer justement que c'est un droit, puis dénoncer une amélioration de conditions de vie, pour dénoncer qu'on couvre les besoins essentiels des personnes. Il y a beaucoup de détails actuellement qu'on n'est pas au courant dans ce projet de loi-là. Le ministère, ça, c'est comme des questions démocratiques qu'on peut se poser. En fait, le ministère propose un projet de loi sans donner trop de détails. Il nous dit d'attendre que le règlement soit sorti pour avoir vraiment les infos. Donc, on ne sait pas trop exactement comment ça va être en vigueur. Donc, on peut pas trop savoir ça va être quoi les impacts précis, par exemple, sur les hommes, sur les femmes. Dans notre milieu, avec les femmes sans emploi, ce qu'on remarque, c'est beaucoup des femmes qui sont monoparentales, des femmes qui ont dû prendre soin d'un proche ou d'une proche. Plein de contraintes, en fait, qui font en sorte qu'elles peuvent pas atteindre le marché du travail, mais qu'elles ne sont pas considérées comme contraintes sévères en emploi. Alors que le fait qu'elles soient des femmes les place dans des situations qui les empêchent d'avoir un travail. Et je crois que on peut supposer en fait qu'il va y avoir des mesures qui vont viser entre autres ces personnes-là, parce qu'on reconnaîtra pas leur contrainte à l'emploi, qui est le fait d'avoir des enfants, le fait de prendre soin, parce qu'en plus pour avoir une contrainte qu'on dit temporaire en emploi, quand on prend soin d'une personne, quand une femme est aidante naturelle par exemple, faut être là 24 heures sur 24 auprès de la personne. Donc on prend vraiment pas en compte la réalité précise des personnes. On peut aussi s'attendre que les emplois qui vont être suggérés aux personnes soient vraiment orientés en fonction du sexe de la personne. Justement, on va peut-être orienter plus facilement un homme, on va vouloir subventionner davantage quelque chose qui est manuel, puis on va plus facilement donner des montants pour une femme si elle va dans un domaine qui correspond à ce qu'on s'attend d'une femme. Je pense que nos plus grands gains qu'on pourrait espérer avoir, c'est créer des solidarités, justement. Aujourd'hui, on est dans une manifestation parce qu'on a créé des liens avec des groupes nationaux qu'on n'avait peut-être pas avant. Donc, une coalition qui s'appelle Objectif Dignité, pour faire contraire à Objectif Emploi, en fait, qui est là. Donc, je pense qu'il faut miser sur ces liens de solidarité-là. On va continuer à faire des actions, un peu dans les régions, entre autres, des actions peut-être plus dérangeantes, justement. Puis, essayer de faire beaucoup de sensibilisation. En fait, il faut faire une lutte aux préjugés pour avoir la population de notre bord. Donc, merci beaucoup, Adam, pour ce segment Actualité. Et donc, ensuite, pour nos entrevues au centre de l'émission, on va recevoir Émilie, membre des IWW, et Julien Daigneault pour nous parler des différentes campagnes en cours pour revendiquer un salaire minimum de 15 $ de l'heure. Donc, bienvenue en studio. Merci, bon matin.
Et pour notre segment culture, Tristan va présenter un compte-rendu critique du célèbre ouvrage d'Éric Duhem, Libérez-nous des syndicats. Pardon. Ouais, je me suis vraiment gâté, j'ai hâte de vous en parler. Et Félix, tu vas nous parler du documentaire Brothers on the Line, qui porte sur quoi exactement? Oui, exactement. C'est un documentaire qui porte sur l'industrie de l'automobile des années 20 à 70 et plus précisément les syndicats qui s'y impliquent. Donc, c'est très intéressant comme sujet. J'ai hâte de vous en parler. Et enfin, pour terminer, on vous présentera un calendrier des événements importants pour les 2 prochaines semaines. Donc, on va se quitter brièvement pour une pause musicale. C'est Hochelaga de Jeunesse apatride. Elle ne gagne suffisamment pas assez. Comment faire avec C'était Hochelaga de Jeunesse apatride. Vous êtes toujours à l'écoute d'Action en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville au 102.3 FM. Et maintenant, pour nos deux entrevues, on reçoit donc deux invités qui vont nous parler des différentes campagnes en cours pour réclamer un salaire minimum de 15 $ de l'heure. Alors, pour commencer, le 12 février prochain, la IWW Montréal organise le forum 1557 afin de développer des stratégies pour revendiquer un salaire de 15 $ de l'heure, 5 semaines de vacances et 7 jours de congé maladie payés. On a avec nous Émilie, membre des IWW, pour nous parler de cette campagne. Donc, pour commencer, d'où est venu le projet de cette campagne de revendication et pourquoi la demande de 15 $ de l'heure et ces congés-là en particulier? Oui, donc tout d'abord, les conditions minimales de travail nous permettent pas de vivre et à peine de survivre. C'est face à cette pauvreté et précarité grandissante qu'est venu le projet de cette campagne avec la IWW. On revendique un minimum que le patronat nous doit pour mener une vie décente, que ce soit pour élever des enfants, payer son loyer ou sa bouffe. Présentement, une personne qui travaille au salaire minimum vit sous le seuil de la pauvreté. 15 $ de l'heure, c'est juste un minimum pour vivre dignement, c'est-à-dire que de ne pas passer son temps à travailler pour payer des factures. C'est aussi le minimum pour être en haut du seuil de pauvreté, pardon. Vivre dignement, c'est aussi pouvoir passer du temps avec des gens qu'on apprécie, de pouvoir s'accomplir à l'extérieur du salariat. C'est pour cette raison qu'on revendique pas seulement une hausse à 15 $ de l'heure, mais aussi 5 semaines de vacances et 7 jours de maladie payés, qui sont une simple question de dignité et d'humanité.
Le gouvernement y méprise totalement les travailleurs-travailleuses en proposant une hausse de 20 sous dès le 1er mai 2016 et 15 sous pour les travailleurs-travailleuses à pourboire. En plus, ça a un impact encore plus grand sur les femmes, qui sont celles qui travaillent le plus à temps partiel et qui ont des horaires atypiques. Présentement, il y a 147 000 femmes au Québec qui travaillent au salaire minimum. La hausse que propose le gouvernement, c'est seulement une augmentation de 8 $ par semaine, ce qui n'est pas suffisant, en plus, avec les mesures d'austérité actuelles. Le syndicat industriel des travailleurs et travailleuses est un syndicat révolutionnaire qui voit cette campagne comme un moyen de mobiliser les gens afin d'obtenir des gains à court terme. Ce qu'on veut, c'est construire une solidarité avec les travailleurs et travailleuses, avec la campagne 1557, avec des revendications claires et de créer un espace pour constituer un rapport de force contre le patronat. On est consciente que cette campagne ne va pas mettre fin aux oppressions perpétrées par le système capitaliste. On cherche vraiment à s'organiser, obtenir des gains à court terme afin d'avoir un niveau de vie décent. Il faut que le marché du travail assume ses salaires et ses congés qu'on revendique. Puis, je sais qu'il y a eu des mobilisations semblables aux États-Unis, notamment dans l'État de New York, là, où les travailleurs et travailleuses des fast-foods ont gagné un salaire de 15 $ de l'heure. Mais au Québec, est-ce qu'il s'agit d'une première? Non, c'est pas la première fois qu'il y a une campagne qui revendique une hausse du salaire minimum. On peut penser au Front commun intersyndical de 1972 qui avait été créé pour négocier avec le gouvernement une hausse du salaire minimum de 100 $ par semaine dans les secteurs publics et parapublics. Ce Front commun avait donné lieu à une grève générale illimitée et à une grande mobilisation des travailleurs et travailleuses qui avaient pu obtenir d'importants gains, dont cette hausse. C'est une revendication qui est mise de l'avant par plusieurs groupes de défense des droits depuis longtemps. On peut penser entre autres à l'organisme Au bas de l'échelle. Ces groupes et la IWW avec cette campagne on revendique juste des formes de revenus suffisantes afin que tout le monde puisse vivre de manière digne et subvenir à ses besoins de base. C'est pour ça qu'on s'inspire de qu'est-ce que les groupes revendiquent déjà depuis longtemps. C'est une campagne qui va juste permettre d'améliorer les conditions de vie de tout le monde pour l'avenir. Et donc, ça sera quoi le déroulement du forum qui est prévu le 12 février prochain? Le forum aura lieu de 18h à 21h le 12 février au Centre d'éducation populaire de la Petite-Bourgogne et Saint-Henri, ou appelé CEDA, qui est au 2515 rue de l'Île à Montréal. Il y aura différents panélistes qui vont venir parler de différents sujets et de leur perspective de la lutte du 15 $ de l'heure. Il va y avoir entre autres une personne de l'IRIS, une personne du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants, une personne de la IWW, bien sûr, une personne de New York et une personne qui va venir d'un syndicat qui va être à déterminer bientôt. Et donc, il y aura un panel, ça va à peu près être 10 minutes par panéliste. Ça sera suivi d'une période de discussion libre de 30-45 minutes. Et par la suite, tout le monde sera séparé en caucus thématiques. Qui vont porter sur, entre autres, femmes et précarité, le communautaire, logement et pauvreté. Et ensuite, dans ces caucus, les gens auront à répondre à 3 questions différentes. Par exemple, sur comment rejoindre les gens avec cette campagne, comment mobiliser les gens et quel mode d'action faire pour obtenir le 1557. Le tout sera conclu avec une plénière, puis ça va se terminer, c'est ça, à 21h, comme j'ai dit plus tôt. Moi, j'aimerais savoir, la campagne du 1557 à travers ce forum est-elle exclusive aux membres du IWW ou est-ce qu'il s'agit d'un forum qui est ouvert à tous? Il s'agit d'un forum qui est ouvert à tous et toutes. C'est pour ça qu'on invite les gens, que ce soit des groupes communautaires ou peu importe travailleurs, travailleuses, à venir au forum en grand nombre et qui sera en fait le lancement de cette campagne 1557 qui va nous mobiliser tout au long de l'année. Puis à date, est-ce que tu dirais qu'il y a une bonne réception par rapport à cette campagne-là? Est-ce qu'il y a des gens qui sont motivés par ça? Est-ce que ça vient chercher le monde? C'est sûr que ça vient chercher le monde. Déjà hier à la manifestation, avec les gens avec qui on en a parlé, étaient très intéressés par la campagne, dont Marilyn qu'on a entendu plus tôt de Rose du Nord. Et on est allé visiter plusieurs groupes communautaires et les groupes sont très réceptifs et seront certainement présents au forum.
Et pour terminer, est-ce qu'il y a d'autres mobilisations qui sont prévues par rapport à cet enjeu-là? C'est sûr qu'on va voir qu'est-ce qui va ressortir du forum le 12 février, mais la IWW a l'intention de mener une campagne offensive pour le 15-5-7 dans une perspective de syndicalisme de combat. Il est certain que le 1er mai, qui est une journée historique de lutte des travailleurs et des travailleuses, sera une grande journée d'action comme on le fait en 2015 sur les enjeux de la campagne. Il y aura des manifs et d'autres surprises. Et il s'agira aussi de voir, c'est ça, ce qui ressort du forum, et la lutte sera basée bien sûr sur l'auto-organisation des travailleurs-travailleuses. La IWW veut des revendications qui sont réalisables pour l'avenir. Et le but, comme on a dit, c'est de créer vraiment un rapport de force contre le patronat et non de se baser sur le système électoraliste qui a fait que trahir les luttes sociales par le passé. Merci beaucoup, Émilie. Donc, on va certainement suivre ce forum qui a lieu le 12 février au CEDA. Et maintenant, nous recevons Julien Daigneault, qui est militant au sein de la coalition 15+, qui rassemble différents groupes qui revendiquent un salaire horaire minimum de 15 $ de l'heure. Donc, d'abord, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de la coalition? C'est quoi les principales revendications? Oui, en fait, c'est l'augmentation du salaire minimum à 15 $ de l'heure et son indexation automatique aussi au coût de la vie. Parce que, comme me le disait Mine de l'IRIS cette semaine, avec les nouveaux chiffres, avec l'inflation puis l'augmentation du coût de la vie, bientôt, peut-être que 15 $ de l'heure sera même plus suffisant pour assurer un salaire décent. Donc, c'est cette revendication-là. Peu importe le statut migratoire de la personne, peu importe l'horaire de la personne, peu importe son lieu de résidence ou son type d'emploi. Donc, la coalition 15+ a été formée cet automne, en fait, avec différents groupes. À l'heure actuelle, on a l'appui organisationnel puis financier de 2 syndicats, où il y a des travailleurs qui gagnent moins que 15 $ de l'heure. Tant pour parler avec 2 autres syndicats, il y a aussi 4 groupes politiques et communautaires qui étaient là. Au début, la IWW est venue participer à la coalition, mais finalement a décidé de quitter et de faire sa propre campagne. Mais bon, bref, nous, on est là pour travailler avec toutes les personnes qui veulent travailler pour augmenter le salaire minimum à 15 $ de l'heure. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Puis cette campagne-là semble faire écho à d'autres luttes, notamment aux États-Unis et dans le Canada anglophone. Ça a été quoi les mobilisations importantes autour de cette revendication? Est-ce qu'il y a eu certaines victoires? Tout à fait, puis des victoires sensationnelles qui ont ébranlé les États-Unis au grand complet. Le mouvement pour le 15 $ de l'heure qui a commencé dans les travailleurs de fast-food puis des travailleurs de Walmart avait fait des petits gains sectoriels à certains endroits où, par exemple, Walmart avait cédé à augmenter le salaire de 1 $ dans certains magasins. Mais ça a vraiment pris un tournant quand Alternative socialiste à Seattle a fait élire pour la première fois en une centaine d'années la première conseillère municipale socialiste de l'histoire récente aux États-Unis, Shama Sawant, à Seattle, sur justement la base de l'augmentation du salaire minimum à 15 $ de l'heure. Donc, elle s'est fait élire à la fin 2013. Et puis, en 8 mois, l'Alternative socialiste là-bas a réussi à créer des comités d'action pour le 15 $ de l'heure dans tous les quartiers de Seattle. Puis en 8 mois, ils ont réussi à tordre le bras du conseil municipal, du maire qui était vraiment récalcitrant à ça, puis gagner un 15 $ de l'heure à Seattle, fixant ainsi le plus haut salaire horaire de l'histoire des États-Unis. Donc, à partir de ce moment-là, ça a été un écho retentissant dans tous les États-Unis, puis la campagne là-bas, dans laquelle Alternative socialiste a un rôle de leadership qui s'appelle 15 Now, c'était essaimé partout aux États-Unis. Puis là, il y a eu des gains aussi à San Francisco, à Los Angeles, à Chicago, à SeaTac, puis ensuite dans différents États, comme vous l'avez dit précédemment, dans l'État de New York. Puis ensuite de ça, bon, le mouvement prend son temps, si on veut, pour s'installer au Canada. Il y a le gouvernement NPD albertain qui s'est fait élire avec ça, avec une promesse comme ça. Mais je pense que c'est pour 2018, c'est pas pour tout de suite. Mais bref, nous, notre revendication, c'est 15 $ de l'heure dès maintenant. Pas attendre, pas d'avoir de palier, peu importe. C'est maintenant qu'on en a besoin. Ensuite de ça, nos camarades d'Alternative socialiste en Colombie-Britannique, eux, en fait, on mène la campagne actuellement avec la centrale syndicale unique là-bas, qui est la BC-Fed. Puis en fait, eux, il y a la campagne qui se déroule en Colombie-Britannique. Il y a une campagne aussi menée par un groupe communautaire à Toronto, qui prend aussi de l'essor, mais qui, eux, se battent justement là-dessus depuis une dizaine d'années, je crois.
Puis ici à Montréal, c'est ça. Il y a différentes initiatives, ça balbutie, ça prend de plus en plus d'essor parce que justement, c'est une bataille qu'on peut gagner, qu'on doit gagner. Parce que si on se bat pas sur quelque chose d'aussi facile, en parenthèse, à gagner, on est mal parti pour arrêter l'austérité en général. Tout à fait. Puis, est-ce que tu dirais que cette lutte-là s'est fait avec ou en dehors des syndicats aux États-Unis? Ça fait complètement en collaboration totale. Un des syndicats qui est à l'origine de Fight for 15, qui est une autre campagne pour les $15 c'est le SEIU, qui, eux, justement, faisait la promotion et de l'augmentation du salaire minimum et de la syndicalisation des employés de fast-food ou de l'industrie des services. Il y a différentes unions aussi super militants comme EU, les électriciens, qui eux, c'est la même chose. Ils ont la campagne $15 puis celle de syndiquer les gens qui ne sont pas syndiqués. Puis ensuite de ça, l'élection de Champassaouant à Seattle, elle la doit aussi beaucoup à l'appui de syndicats locaux qu'elle a eu là-bas. Malgré le fait que les gros syndicats, eux, sont restés collés au Parti démocrate. En se faisant réélire cette année, en fait, plutôt en 2015, elle aura prouvé que la base, les militants, les gens en général, ils veulent se battre pour ça. Là, actuellement, ils sont sur un autre enjeu, qui est celui du contrôle des loyers. C'était dans leur plateforme aussi. Puis, bref, c'est en symbiose avec le mouvement syndical que ça se doit se mener. Oui, puis ça atteint vraiment une grande visibilité aux États-Unis. J'ai l'impression, il y a même Bernie Sanders qui a, dans un discours, appuyé cette lutte-là, finalement. Donc, versus Montréal, où j'ai l'impression que c'est plus au début, là. Oui, c'est ça. Nous, on est au début de ça. C'est pas tout à fait consolidé dans un mouvement unique. Nous, justement, l'objectif avec la campagne 15+, le plus qui symbolise en fait les différentes revendications qui découlent de ça, comme se battre aussi pour un syndicat, se battre aussi pour une représentation politique du 99%, ainsi de suite. Bref, l'objectif, c'était d'agir avec une seule voix, une seule campagne pour justement être le plus fort possible, être unis là-dedans. Là, bref, bon, ça se déroule pas tout à fait comme ça, mais on reste avec cette idée-là, qu'il faut absolument qu'on soit unis là-dessus, le plus de monde possible pour pouvoir obtenir ce gain-là. Puis jusqu'à présent, concrètement, ça a été quoi les mobilisations au Québec de la coalition? Là, on a fait différentes tables de littérature, différentes signatures de pétitions dans les arrêts de métro, les choses comme ça. En novembre, durant la campagne électorale partielle c'est Henri-Saint-Anne, on a des membres qui étaient impliqués dans la campagne de Québec solidaire. Puis là, on a poussé justement cette revendication-là, qui est devenue une des revendications principales de la campagne là-bas. Donc ça a été un gain pour mettre ça sur la map. Ensuite de ça, le 10 novembre, on a fait une manifestation devant les bureaux du premier ministre pour réclamer ça. On a eu une très bonne couverture médiatique. On a passé à TVA Argent. Isabelle Maréchal nous a interviewés à radio. Ensuite de ça, les articles dans le Journal de Montréal, tout ça. Là encore, on a pu remettre le sujet sur la table. Ensuite de ça, c'est ça, on fait au moins une activité par mois de mobilisation pour faire surtout connaître la pétition, qui est une manière justement de faire la promotion de ça pour tout le monde. Puis d'ailleurs, ce soir, un des syndicats qui nous appuie, celui des employés du Vieux-Port de Montréal, fait une action. Eux appuient officiellement la campagne 15+, puis là, eux, ça fait partie de leur négociation de convention collective, là, d'avoir un salaire minimum à $15. Puis ce soir, on est là. Puis jusqu'à présent, c'est quoi la réception des gens quand on leur parle de cette campagne-là? Est-ce que c'est perçu comme quelque chose d'irréaliste ou au contraire, est-ce que ça vient vraiment chercher les gens? Les jeunes sont hyper réceptifs. Les gens, à la minute qui comprennent qu'est-ce qu'il y en est, ils sont pour. C'est sûr que des fois, il y a des gens qui disent « Ouais, mais c'est une grosse étape, en fait. Là. C'est beaucoup d'argent d'une claque, tu sais. » Mais ensuite, quand on explique qu'avec le salaire minimum, on est en dessous du seuil de pauvreté, puis que ça, $15, c'est un seuil qui permet d'avoir un espoir d'améliorer son sort, mais de même pas sortir de l'endettement. Là, les gens, absolument, ils sont gagnés avec cet argument-là, puis là, ils assignent la pétition. Ça arrive parfois qu'il y a des gens qui, là, eux veulent pas, parce que, justement, ils pensent qu'il va y avoir, mettons, une inflation subite des coûts de tous les biens et services, ou que les compagnies vont déménager, ou des choses comme ça. Puis là, il faut qu'on s'explique, puis on argumente. Mais habituellement, il y a une très, très bonne réception.
Oui, puis j'ai l'impression aussi que c'est beaucoup dans le secteur des services où les employés sont payés autour ou près du salaire minimum ou au salaire minimum, littéralement. Donc, c'est des services qui sont plus difficiles à envoyer en Chine, disons. Mais je pense que pour n'importe quelle personne qui a travaillé au salaire minimum, on se rend compte que c'est totalement insuffisant pour vivre. Là, je l'ai fait pendant plusieurs années, puis ça fournit pas des conditions de vie décentes à moins de s'endetter énormément. Là. Voilà. Et donc, pour conclure, ce serait quoi les prochaines étapes de votre campagne? Ben nous, c'est ça. On va continuer en fait à s'impliquer sur les milieux de travail. Nous, en fait, on mène pas la campagne à la place des autres. On mène pas la campagne seul dans notre coin. Le but, c'est d'aider les travailleurs et les travailleuses à s'organiser pour lutter pour ça. Fait que c'est pour ça que nous, justement, on coalise des syndicats, on intervient dans leur milieu de travail, on les aide au niveau logistique, politique, organisationnel à lutter pour ça. Puis ensuite, ben c'est ça, il y a une conférence qui s'en vient au printemps là-dessus, différentes activités justement pour faire connaître la campagne. Avez-vous un site Internet où on peut aller voir l'information? Bien sûr, 15plus.org. Donc, merci beaucoup pour cette entrevue. On va brièvement se quitter pour une pause musicale et on sera de retour après pour le segment culture. Le bus vient de le déposer. Il pointe et ne reverra le jour qu'avec la rosée. D'ailleurs l'odeur lui donne déjà la nausée. Il rentre dans le vestiaire, défait le cadenas ou son casier, pose le gueuse du casse-dalle, enfile sa blouse et s'assied. Enlève ses shoes, met les chaussures de sécurité, prend ses gants, son cutter, quelques pièces pour le café. Il regarde l'heure, plus que 5 minutes avant de commencer. Il referme à clé, gavé d'avance, rien qu'y penser. Puis pas à pas se dirige lentement vers sa machine. Regarde la mine des autres, fatigués mais contents de quitter l'usine. Écoute les consignes du gars de l'équipe précédente. S'il y a rien, c'est bon signe, la nuit sera moins fatigante. 21h pile, le gars lui souhaite bon courage, ramasse ses affaires et file. Le v'là face à l'ouvrage, pas le temps de s'installer. 2 pièces à contrôler, à emballer vite fait avant que 2 autres prennent le relais. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter, c'est ça le boulot. Couper, séparer, jeter toute sa vie. Pour lui, le compte à rebours s'est enclenché, à peine le plancher foulé. 8 heures à tenir et pas question de flancher. Sinon c'est la porte. Des gars comme lui, y'en a à l'appel, profession, OS, comme ils les appellent dans les boîtes d'intérim. Ouvriers spécialisés, ferme là et trim, l'exploitation est officialisée. Subventionné par l'État, c'est sûr que ça fait cogiter. Façon l'une fait que ça de cogiter, même agité, pense à tout pour s'évader. Voit ses gosses gambader, se rappelle du week-end dernier, les conneries du JT. Mère descend vite fait sur terre, son chef l'interpelle, à défaut de personnel, lui file du taf supplémentaire. Envie de s'occuper de son cas, lui refaire la déco comme celui qui lui a fait le contrat il y a 3 mois chez Adéco. Maintenant ça lui fait 2 presses, plus de stress, il galope de poste à poste avec cette cadence qui l'oppresse. L'horloge qui l'agresse, il n'attend qu'une chose, 1h30, que vienne son heure de pause. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter, c'est ça le boulot. Couper, séparer, jeter toute sa vie. La dernière moulée, on vient le remplacer. Quitte enfin l'atelier, t-shirt mouillé, dos cassé. Grimpe les escaliers, va pouvoir pisser, se laver les mains, fit ça avant de pouvoir aller grailler. Dans le local, qui est
tellement sale qu'en temps normal ça aurait dû déclencher une lutte syndicale, mais que dalle. Depuis le dernier plan social, peur d'espérer mieux. On a vu à quoi ça mène de l'ouvrir dans cette PME. Ça parle PMU à côté de lui. En face les vieux un peu émus rêvent d'une issue pour avoir ce qu'ils n'ont jamais eu. 2-3 conneries de sortie, dans 10 minutes c'est reparti. Fini sa gamelle, vite pour fumer la camelle, le cul posé sur le quai dehors. Son seul plaisir, apprécier le calme de la ville qui dort avant de reprendre l'effort. Il écrase son mégot, rendre croise aussitôt. Son chef qui râle pour la minute de pause en trop. V'là nouveau trop de moules qui s'ouvrent et se referment chaque 30 secondes chrono. Pour éjecter une pièce qu'il faut couper, séparer, jeter, poser dans le chariot. Et ouais, la nuit, le jour ici, c'est ça le boulot. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter, c'est ça le boulot. Couper, séparer, jeter toute sa vie. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter, c'est ça le boulot. Couper, séparer, jeter toute sa vie. Oui, donc nous sommes de retour à Action en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville au 102.3 FM. Et maintenant, pour notre segment culture, Tristan, cette semaine, tu nous proposes une chronique littéraire. Alors, je me suis gâté en lisant pour vous « Libérez-nous des syndicats » de Éric Duhem, le tristement célèbre animateur radio de droite. J'ai lu son livre parce qu'il contient des prémices très intéressantes sur le syndicalisme, même si, comme nous le verrons, ses conclusions sont vraiment dangereuses. On pourrait plutôt placer cette chronique dans la catégorie « Connais ton ennemi ». Définitivement, Camille. Alors, le livre commence par un avertissement un peu drama. Toute promotion ou diffusion de cet essai pourrait provoquer votre expulsion du syndicat, tout en vous obligeant à continuer de payer vos cotisations. Le ton est donné. Tout d'abord, j'ai pris peur puisque j'avais prévu de vous parler de ce livre. Puis je me suis souvenu que j'étais au IWW, qu'on expulsait personne pour avoir lu un livre parce qu'on encourage l'éducation populaire et que les cotisations se payent sur une base volontaire. Libérez-nous des syndicats, c'est un livre d'opinion, comme le dit l'auteur lui-même. C'est pas un livre pour les intellos et les gauchistes comme nous. Non, lui, il veut parler au vrai monde, c'est-à-dire à son auditoire de Radio X. Il choisit de ne pas indiquer des notes de bas de page pour ne pas alourdir le texte. Pourtant, il cite continuellement des études, des faits, des chiffres. On est prêt à le croire sur parole. Comme je le disais au début, l'auteur a des bonnes prémices, mais des très mauvaises conclusions. Cet essai sur les relations de travail au Canada et plus précisément au Québec, il est très bien vulgarisé, il faut le dire, notamment la première partie. Il nous apprend d'ailleurs pas mal de choses. Il nous explique comment, au tournant des années 50, les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires ont décidé que c'était assez. Le syndicalisme représentait un trop grand danger pour la société. Il était donc temps de l'institutionnaliser afin de le neutraliser, de le rendre inoffensif. Il eut d'abord la formule Rand, avec sa conséquence la plus connue et la plus radicale, à savoir le prélèvement automatique des cotisations sur la paye des travailleurs et travailleuses. Cette mesure a permis de financer massivement les syndicats, mais a en fait scellé le cercueil du mouvement syndical, comme on le vit aujourd'hui, avec les 3 grosses centrales syndicales. Au Québec, on instaura aussi la loi anti-SCAB, on réglementa sur les lock-out, on obligea dans les faits l'adhésion à certains syndicats, comme ceux de la construction par exemple. Et puis c'en était fini du droit de grève, il fallait faire la place au système des griefs, à l'arbitrage et à une lutte les mains liées par les injonctions tous les 5 ans afin de renégocier la convention collective. Le lien il s'est aussi brisé entre les organisations et les travailleurs. La démocratie syndicale a laissé sa place à la bureaucratie. Là aussi, on peut souscrire à son propos lorsqu'on défend, comme nous, la liberté d'association, la démocratie directe syndicale et une société plus juste. Le livre est ensuite une diatribe qui revient sur les liens entre, d'une part, les syndicats québécois et l'extrême gauche féministe antiraciste et autochtone, qui est soi-disant extrêmement subventionnée par les syndicats, et d'autre part, la mafia et le crime organisé, un peu à la façon du Journal de Montréal. Il s'agit donc d'un tableau qui est peu réjouissant. Et c'est là, effectivement, qu'on arrête d'être d'accord avec Éric Duhem. Sa conclusion, sa prescription même, c'est de tout faire pour limiter le rôle des syndicats, de les cloisonner au sein de l'entreprise, de les faire devenir un acteur de l'entreprise même, un peu sur le modèle du syndicalisme de boutique. Selon lui, les syndicats ne servent à rien. Il faudrait même les supprimer dans la mesure du possible. Pourtant, le travail, s'il nous aliène, nous unit aussi, et le syndicalisme nous donne les outils pour changer cette vie. Notre dénominateur commun, celui que je retrouve au quotidien sur mon lieu de travail, c'est le travail. Et chaque journée travaillée au salaire minimum, chaque vexation nous définit un peu plus en tant que classe. Le libéralisme, et puis sa version pimpée, le néolibéralisme, nous veulent comme des hommes et des femmes entreprises qui se vendent, s'investissent
et prennent des risques, mais les exemples de réussite sont rares, à la façon de l'American Dream, et même ceux-là ne font pas envie quand on pense à Donald Trump, par exemple. Éric Duhem, il s'inscrit tout à fait dans le courant de pensée néolibéral. Pour lui, le syndicalisme, c'est la nouvelle aliénation moderne. Pour lui, le travail rend libre et nous permet de nous accomplir. Les syndicats sont un frein à cet accomplissement. Il note par exemple que le salaire est inversement proportionnel au taux de syndicalisation, que ce soit à l'échelle de l'entreprise, de la province ou du pays. Je parle dans le secteur privé. Autrement dit, les employés ont globalement des meilleurs salaires dans le secteur privé quand ils ne sont pas syndiqués. C'est peut-être vrai, et alors ? La mémoire courte est une maladie réactionnaire dont semble souffrir l'auteur. Le salaire ne fait pas tout. Historiquement, les syndicats se sont d'abord battus pour des journées plus courtes, la sécurité de l'emploi, arrêter de travailler à l'âge de 12 ans, des vacances, des congés payés. C'est d'ailleurs tout le sens de notre campagne 15 $ de l'heure, 5 semaines de congés payés, 7 journées de maladie payées par année. Car un bon salaire, ça sert à quoi quand on se tue au travail ? Comme le dit la constitution du SITTIWW, pour éviter que la classe patronale ne s'arroge toutes les bonnes choses de la vie, il faut s'organiser. Pis ferme ta gueule, Éric, tu aimes, ferme donc ta gueule, Joanne Marcotte, pis ferme ta gueule, Jeff Fillion, ferme donc ta gueule, Mathieu Bocoté. Sur ces paroles de sagesse, Tristan, si en fait les emplois syndiqués sont les lieux où les salaires sont les plus bas, c'est peut-être justement parce que c'est les milieux les plus précaires où les gens souhaitent défendre leurs conditions de travail, justement. Il souligne aussi un fait intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de lieux de travail syndiqués qui sont pourtant au salaire minimum. Ça, c'est peut-être un dysfonctionnement des syndicats et non pas du syndicalisme en général. Et c'est pour ça que le syndicalisme doit aller chercher plus. Puis une réflexion que je me faisais en lisant ce livre aussi, c'est que, d'une part, peut-être que les salaires sont plus bas d'1 ou 2 piastres de l'heure, j'en sais rien, dans certains milieux de travail très particuliers, très spécialisés, mais la sécurité de l'emploi peut être un filet de sécurité, comme en parlait Adam dans sa chronique plus tôt, qui est assez intéressant. Et ce que je trouve intéressant aussi dans l'augmentation dans aller chercher plus de choses, notamment avec la campagne sur le 15 $ de l'heure, c'est que c'est pas simplement améliorer nos conditions de vie, c'est aussi réduire les inégalités, parce que le 15 $, il faut savoir où on va le chercher. Il ne faut pas aller le chercher en coupant dans les conditions de travail, dans nos pensions de retraite, etc., etc. Il faut aller le chercher dans les gains de l'entreprise, dans le salaire du patron. Il y a des choses intéressantes là-dedans, effectivement. Oui, donc merci beaucoup de t'être prêté à l'exercice d'avoir lu « Libérez-nous des syndicats ». Du coup, vous n'êtes pas obligé de le lire. Non, exactement. Vous pourrez dire que vous avez déjà été mis au courant du contenu du livre. Donc maintenant, Félix, ce matin, tu nous présentes une analyse du documentaire Brothers on the Line, qui nous présente l'histoire de l'implication syndicale de 3 frères dans l'industrie de l'automobile aux États-Unis. Oui, en effet, ce matin, je vous parle du documentaire Brothers on the Line, réalisé par Sacha Reuter en 2012 et qui nous présente l'histoire des frères Reuter, soit Victor, Roy et Walter, qui formèrent un trio dynamique de syndicalistes actifs au sein du mouvement ouvrier et du secteur automobile aux États-Unis des années 20 à 70. Je peux pas m'empêcher de remarquer que Sacha Reuter porte le même nom de famille que les 3 sujets du documentaire. Est-ce qu'il y a un aspect de familiarité qui affecte le sens du documentaire? C'est vrai, Sacha est en fait le petit-fils de Victor Reuter. Ce qui est intéressant avec cette dynamique, par contre, c'est que cette œuvre est non seulement un documentaire historique, mais qui met de l'avant les luttes ouvrières, mais il s'agit aussi pour Sacha Reuter d'une découverte de l'histoire de sa famille sous tous ses angles. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un parti pris en raison de ce lien de famille, mais ce n'est pas le cas. Oui, ce documentaire tourne autour des frères Reuter, plus particulièrement Walter, l'aîné, mais le réel sujet de ce film, c'est vraiment ce que Walter et ses frères ont apporté au mouvement ouvrier. Ce qui peut être avantageux avec ce genre de familiarité, par contre, c'est que les points de vue recueillis auprès des intervenants dans le documentaire sont des points de vue de gens qui ont vu leur vie affectée au premier degré par les actions des frères Reuter, ce qui permet de former un portrait sincère de la part des frères Reuter au mouvement ouvrier. En plus, si Sacha dépeint majoritairement un portrait positif de son grand-oncle Walter et de ses frères, il ne se gêne pas pour relater aussi les moments moins forts, où certains travailleurs du United Auto Workers, plus précisément les travailleurs victimes de ségrégation, s'opposaient au leadership de Walter Reuter en raison d'un manque de représentation équitable.
Ces travailleurs ont donc décidé de prendre la rue et de protester le manque de représentation, ce qui représentait un des moments les moins glorieux du travail syndical des frères Reuter. Cette protestation aura également pour effet de ramener Walter Reuter à la lutte pour les droits civils dans laquelle il s'était auparavant lancé aux côtés de Martin Luther King. En ce qui concerne le contenu du documentaire, c'est quoi les grandes lignes des réalités syndicales de l'époque qui sont présentées à travers cette œuvre-là? Ce qui est très intéressant avec cette œuvre, c'est que les accomplissements des frères Reuter en termes de droit du travail sont présentés de façon chronologique et le réalisateur nous démontre parallèlement à ça l'évolution du mouvement syndical américain qui a évolué en syndicalisme corporatif à travers le temps. Au début du documentaire, un enregistrement de Walter Reuter nous explique les réalités du travail en usine à cette époque, avant l'implantation des syndicats, comme par exemple, en raison de la dépression économique présente à Détroit à cette époque, il se trouvait forcé de travailler 13 heures d'affilée avec une pause dîner de seulement une demi-heure. Dès l'explication des conditions de travail de l'époque, on remarque la nécessité de l'appareil syndical dans une industrie florissante au sein de laquelle des géants, comme Ford ou General Motors, ne se gênaient pas pour profiter au maximum du pouvoir de production des ouvriers sans leur donner quoi que ce soit en retour. Ce documentaire débute en nous présentant les balbutiements de la United Auto Workers. Ce processus débute avec le Wagner Act de 1935 qui, supposément, met en place des balises de négociation entre la classe patronale et les syndicats qui défendent les droits des travailleurs. Dans la foulée du Wagner Act, le leader syndical John L. Lewis du United Mine Workers, alors affilié à la American Federation of Laborers, décide de s'en dissocier pour former une organisation rivale, le Congrès des organisations industrielles. C'est sous la bannière de ce nouveau syndicat que John Lewis recrute les frères Reuters qui, à l'automne 1936, seront indispensables à la création du United Auto Workers, qui fut le premier syndicat à s'implanter dans l'industrie automobile. Par la suite, ce documentaire suit la progression de la carrière de Walter Reuter au sein de ces diverses organisations, au point de se rendre même à avoir suffisamment d'influence pour être considéré pour un poste sur le cabinet du président Lyndon Johnson, qui suivit John F. Kennedy. Au fil du documentaire, il est également question des risques du métier de leader syndical à cette époque, puisque Walter et son frère Victor ont tous les deux été victimes de tentatives de meurtre, auxquelles ils ont miraculeusement survécu, mais pas sans séquelles ni cicatrices. Et pour terminer, c'est quoi tes impressions sur le documentaire puis sur l'histoire du mouvement aussi important pour les droits des travailleurs aux États-Unis? Ben, personnellement, je suis content de voir qu'un documentaire de la sorte soit aussi facile d'accès, en étant disponible sur Netflix. En plus, c'est un documentaire clairement pro-travailleurs et qui décrit ouvertement les actions d'intimidation de la classe patronale à l'époque. Pour moi, ce documentaire a un message très clair. Il n'y a qu'une façon de faire avancer les droits des travailleurs. Il faut s'unir et s'organiser pour obtenir ce qu'on veut, et ce n'est pas parce que le syndicalisme peut parfois être dangereux qu'il faut abandonner ou rester solidaire. C'est maintenant le temps du calendrier. Donc, on commence aujourd'hui même, le jeudi 28 janvier. Il y aura une soirée de discussion sur le journalisme d'opinion au Québec au Centre Saint-Pierre, soit au 1212 rue Panay, ce soir à 19h. Samedi, le 30 janvier, il y aura la campagne 15 $ pour vivre, un atelier sur vos droits au travail au 7501 rue François Perrault, de 13h à 16h. La même journée, il y aura une conférence, la traduction du Black Feminism américain en contexte francophone à la Centrale Galerie Powerhouse, située au 4296 Saint-Laurent, de 14h à 16h. Le lendemain, dimanche 31 janvier, il y aura projection du Ciné-Révolte, un français, un film très intéressant, à la Déferle, le 1407 rue Valois, à 19h. Par la suite, jeudi le 4 février, il y aura une conférence sur la décolonisation et solidarité. Quelle perspective? Au Centre Saint-Pierre, encore une fois, situé au 1212 rue Panay, à 19h. Par la suite, lundi le 8 février, il y aura une conférence sur les perspectives historiques des luttes féministes au Canada.
projection d'un documentaire Statu Quo à l'ONF à 19h. Et par la suite, vendredi le 12 février aura lieu le forum 1557 au CEDA, situé au 2515 rue des Lilles, de 18h à 21h. Et vous êtes tous invités à y participer. Merci beaucoup, Félix. Et donc maintenant, pour terminer avec notre tour de table, c'est certain qu'on a abordé beaucoup de questions autour de la précarité, de l'aide sociale jusqu'au salaire minimum. De ce que vous en retenez, ce serait quoi les défis au niveau de la mobilisation pour les prochains mois et les prochaines années? Grosse question quand même. Mais moi, j'avais plus une réflexion d'ordre stratégique, puis je voulais poser une question à Julien. C'est sûr que... évidemment, on ne va pas empêcher que, à titre de syndicat, on ne va pas empêcher que les politiciens aux trois niveaux politiques, que ce soit municipal, t'évoquais le cas de Seattle, que ce soit fédéral avec le cas du NPD ou provincial, là j'ai pas tellement d'exemples, on ne va pas les empêcher de se saisir d'un enjeu d'une campagne. C'est d'ailleurs peut-être même ça un des objectifs derrière une campagne syndicale, mais je sais qu'au IWW, on n'a pas forcément une bonne expérience historique de la récupération politique. Quel est l'intérêt de s'associer formellement dans une campagne avec des partis politiques, que ce soit municipaux, fédéraux, provinciaux? Est-ce que tu aurais quelque chose pour moi là-dessus? C'est de s'allier avec tous ceux qui veulent se battre, en fait. L'objectif, c'est pas de s'allier sur un programme politique total dans le sens d'endosser, mettons, toutes les tenants et les aboutissants du programme politique d'un parti politique avec lequel on ne serait pas tout à fait d'accord. Le focus est sur une chose, un combat, 15 $ de l'heure. Si il y a des... Je suis dessus, moi, s'il y a des péquistes qui veulent s'impliquer dans la campagne puis mettre de l'huile de bras à passer des tracts pour dire qu'il faut qu'on aille arracher ça au patronat, je vais être bien content de les accueillir, comme n'importe qui. Là, ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a une vision cohérente de cette campagne-là, puis nous aussi, on a des revendications. Ensuite, si vous allez sur le site, vous allez voir les autres, qui vont clairement dans l'organisation, l'auto-organisation des travailleurs et des travailleuses, politiquement, c'est leur base autonome, puis qui aillent se représenter eux-mêmes, puis qui sacent dehors tous les politiciens corrompus qu'on a, comme il s'est passé à Seattle. Donc là, si, mettons, ces gens-là sont plus d'accord avec ça, ils s'en iront, mais la lutte va continuer dans cette direction-là. C'est de lutter avec tous ceux qui veulent lutter. Mais comme il a été remarqué plus tôt, ce qui doit être fait au Québec, en fait, pour cette lutte, c'est une campagne de mobilisation. Ceci étant dit, est-ce que les centrales syndicales, comme les grosses centrales syndicales comme la CSN ou autres, ont été approchées par la campagne pour tenter de mobiliser leurs membres, ou est-ce que vous préférez agir à l'extérieur de ces centrales syndicales? Oui, il y a différents syndicats qui ont été appuyés, puis l'objectif, si on peut aller chercher justement un appui d'une grosse centrale syndicale, ça serait formidable. Mais le point, c'est que on veut pas juste un appui genre « Ah oui, on est solidaire de votre lutte ». Le point, c'est qu'il y a des gens qui se mobilisent puis qui luttent pour ça, puis qui réalisent qu'à travers leur lutte, ils peuvent changer les choses, puis que le 15 $ de l'heure, c'est une première étape vers une lutte plus grande qui est celle de prendre la place qui nous revient dans la société. C'est-à-dire de sacrer dehors tous ceux qui nous exploitent puis qui donnent des milliards à des compagnies ou dans des paradis fiscaux à la place de dans nos poches. Moi, j'avais une question, en fait, pour Adam ou pour Émilie, vous qui avez été à la manifestation hier à Québec contre le projet de loi. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont sur l'aide sociale, pas par choix, par nécessité. Puis souvent, quand on travaille, disons, puis qu'on gagne le salaire minimum, avec tous les coûts que ça implique de travailler, payer du transport, faire garder les enfants, etc., pour plusieurs personnes, être sur l'aide sociale, ça devient... En fait, ça les met dans une précarité qui est peut-être un peu moins grave que s'ils travaillaient à 40 heures semaine. Donc, de couper dans ces programmes-là d'aide sociale, ça va aussi forcer des gens à retourner sur le travail alors qu'ils n'y auraient pas les moyens de le faire là, pour différentes raisons. Surtout Camille, que avec le projet de loi 70, ça va les maintenir dans la précarité, ça va créer de l'emploi, en fond, à temps partiel, majoritairement. Puis c'est pas de sortir de la pauvreté, là, travailler à temps partiel, tu sais, c'est... Mais le problème aussi avec ça, c'est que il y aura moins de... Les personnes qui sont pas aptes à l'emploi, les contraintes vont changer. Donc, des personnes, par exemple, qui sont aidantes naturelles ou qui s'occupent des enfants, c'est ça, comme Adam a dit, vont être obligés d'aller sur le marché du travail, peu importe la distance de l'emploi, peu importe le salaire. Et
il est clair que la lutte 15-5-7 s'inscrit dans une lutte contre cette précarité-là aussi, en solidarité avec les personnes qui sont sur l'aide sociale, l'aide sociale est un droit, et avec le projet de loi 70, ça ne sera plus un droit, et c'est ça qui est problématique. Oui, ça me refait penser malheureusement au livre d'Éric Duhem dont je vous ai parlé tantôt. J'ai l'impression que la pensée politique qui prime de nos jours, c'est le néolibéralisme, et puis c'est de considérer l'individu comme une petite entreprise, une PME, une entreprise performante. Il faut performer, et on considère que la performance individuelle, alors que j'arrive pas à comprendre, mais c'est peut-être dans mes gènes, mais moi je vois plus la performance collective, et je comprends pas une société qui laisse du monde derrière parce que ce monde-là a des enfants, parce que ce monde-là peut pas marcher sur ses jambes, etc. Puis effectivement, le 15-5-7, c'est encore une façon de niveler, non pas niveler par le bas, mais donner une sorte d'égalité des chances. Puis je trouve ça intéressant d'aller dans ce sens-là. Juste pour ajouter un petit peu un commentaire, là. Ce qui est important de réaliser, puis que je pense que les gens autour de la table réalisent en ce moment, c'est que la bataille actuelle pour le 15 $ aux États-Unis, par exemple, c'est le plus gros, avec Black Lives Matter, c'est le plus gros mouvement social depuis les années 60. Donc, c'est historique. Dans 30 ans, on va parler de la campagne 15 $ comme d'un fait historique. Puis le fait, c'est qu'en fait, ici, il faut sauter là-dessus aussi. Puis tant mieux s'il y a différentes campagnes qui s'élaborent dans ce sens-là. Mais c'est ça, on réitère le fait que c'était important qu'on agisse de manière la plus unitaire possible, pas décupler les trucs là, pour frapper plus fort ensemble, même si on marche séparément. Moi, dans le fond, ce que je retiens de toutes les discussions qu'on a eues aujourd'hui autour de notre table, c'est que en plus, maintenant, avec le projet de loi 70 qui arrive et la campagne 15-5-7, ce qui est vital, en fait, c'est de ne pas considérer la survie de la classe pauvre comme un privilège, mais qu'il faut le défendre. Et ça, c'est le travail de tous et toutes, travailleurs syndiqués ou non. Il faut qu'on s'unisse et qu'on le fasse. Oui, donc là-dessus, on va se quitter. Je vous rappelle, pour nous rejoindre, il y a notre page Facebook, facebook.com/action en direct. Il y a aussi notre adresse courriel, actionendirect@gmail.com. Donc, je remercie particulièrement nos invités et nos chroniqueurs. Donc, on va se retrouver dans 2 semaines pour une autre émission. Nous déclarons notre droit à jouir des droits d'un être humain, à être respecté en tant qu'être humain dans cette société, sur cette terre, aujourd'hui même, toute chose que nous avons l'intention de faire exister par tous les moyens nécessaires. Один казак из города стоит, ой, засмущал, один казак под